Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons de la République démocratique du Congo. Les combats continuent entre l'armée et les rebelles du M23. Les combats se sont intensifiés en ce début de semaine, ce lundi, donc, dans l'est de la République démocratique du Congo, près de la frontière avec l'Ouganda, dans le territoire du Rutshuru, entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise. Des tirs à l'arme lourde ont été entendus, ce qui provoque toujours des déplacements de population. On sait plusieurs millions de personnes sont aujourd'hui réfugiés internes en République démocratique du Congo à cause de ces combats dans l'est du pays. Les combats s'intensifient alors que le M23 demande à discuter directement avec le pouvoir de Kinshasa qui ne l'entend pas de cette oreille. Félix Tshisekedi a quand même donné son accord pour une rencontre avec le président Paul Kagame, critiqué et accusé de soutenir justement ce mouvement rebelle du M23 en attendant que ces rencontres aient lieu, qu'on puisse discuter peut-être d'une trêve et de la fin de ces combats dans l'est de la République démocratique du Congo. Les combats ont repris de plus belle en ce début de semaine. Je commence par vous, Ibrahim Acha. Nous sommes là dans l'est de la République démocratique du Congo. Quoi qu'on dise, les rebelles continuent de mener des assauts contre la population. Les combats ont repris de plus belle en ce début de semaine dans le territoire du Rutshuru. Oui, vous savez, la guerre qui sévit là-bas, à l'est de la République démocratique du Congo, est une guerre d'usure, en ce sens que ces derniers temps, ce qui se passe, c'est que les deux factions, que ce soit au niveau de l'armée régulière congolaise ou bien le M23, c'est en tout cas des attaques qui sont menées de manière à ce que chacun puisse prendre le contrôle d'un espace donné. Et surtout quand on prend la ville de Goma, tout est fait pour vraiment maîtriser ou bien prendre le contrôle de l'axe qui va jusqu'à Goma. Vous savez, tout récemment, vous parlez du combat qui s'est déroulé hier lundi. C'est par rapport au contrôle d'une ville stratégique, l'axe Sake-Goma. Et le M23 estime que quand on prend cette ville, c'est qu'on a le contrôle sur le reste de tout le Nord Kivu. Tout le Nord Kivu, et donc ça leur donne une position qui peut les amener à arrêter peut-être l'assaut ou bien l'offensive de l'armée congolaise. Et donc partant de ce positionnement stratégique, ils peuvent aussi étendre leur influence vers les autres zones, surtout les zones où ils estiment que quand ils prendront possession de ces zones-là, cela pouvait leur procurer, en tout cas, une certaine position de domination, ou bien une certaine position de contrôle sur tout ce qui peut être l'agenda caché en fait de ce conflit. Ce conflit, quoi qu'on le dise, c'est pour le contrôle des ressources, parce que le M23, en lançant l'assaut, en venant attaquer les positions de l'armée congolaise, c'est pertinemment ce qu'ils cherchent sur le territoire congolais. Donc c'est un secret de polichinelle. Les gens savent que il y a les ressources minières qui sont dans la ligne de mire du M23, même si le M23 estime que c'est une guerre aussi en riposte au soutien du Congo aux forces rebelles aussi contre le Rwanda, les FDLR, que les gens estiment que c'est le Congo aussi qui les soutenait. Donc quand vous voyez un peu la façon dont les choses se passent, c'est que chaque position ou bien chaque faction essaie de faire le maximum pour pouvoir tirer son épingle du jeu dans cette guerre-là qui ne finit jamais. Et le fait que le conflit soit intensifié ces derniers temps aussi, cela peut s'expliquer par les appels de part et d'autre pour que le conflit puisse connaître un dénouement autour d'une table de négociation. Vous avez annoncé tout de suite qu'il est fort probable qu'il y ait une rencontre entre Kagame et Félix Tshisekedi. En tout cas, c'est ce qu'ils ont annoncé par l'intermédiaire du président angolais. Bien sûr. Et il y a des tractations quand même qui sont menées pour que cette guerre ou bien ce conflit-là se règle de façon diplomatique. Donc, lorsque les deux chefs d'État
vont se rencontrer, il est fort probable que des concessions soient faites et pour que chacun essaie de voir de son côté ce qu'il y a lieu de faire pour que la situation puisse revenir au calme là-bas. Mais soutenons, et je pense qu'il est important de le souligner, au-delà de tout ce que nous voyons par rapport à ce conflit, n'oublions pas qu'il y a des puissances, comme on le dit, qui sont derrière. Aujourd'hui, c'est le Rwanda qu'on voit, mais derrière le Rwanda, qui sont ceux qui tirent bénéfice de ce conflit? Bon, il y en a aussi. Je pense que nous n'allons pas citer qui que ce soit ici, mais des instituts de recherche ont essayé de travailler sur ce conflit, et je pense que très bientôt les noms de quelques puissances là vont sortir comme étant de probables soutiens au M23, et par ricochet ce qu'ils cherchent en soutenant le M23, les gens le sauront. Je disais tantôt que c'est un secret de polichinelle, les gens savent que c'est pour le contrôle des ressources minières au niveau de cette zone. Merci beaucoup à vous, Ibrahim Acha. Les combats se sont intensifiés ces derniers jours, en ce début de semaine, surtout dans l'est de la République démocratique du Congo, dans le territoire du Rutshuru, près de la frontière avec l'Ouganda. C'est entre les forces rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Combat qui s'intensifie alors que les Nations Unies, la force des Nations Unies, la MONUSCO, est sur le point de partir. On sait que la RDC a demandé le départ de la MONUSCO. Le pays est appuyé finalement par les forces de la SADC. En attendant que ces forces peut-être ne reprennent le contrôle de la zone, les rebelles intensifient leur combat dans cette partie de la RDC. Ambroise. Oui, c'est un conflit. C'est un conflit qui a plusieurs ramifications. C'est un conflit transversal. Qui est lié aux ressources minières. C'est le miel qui attire les gens, tous les vautours vers la RD Congo. Vous savez, la RD Congo, on a toujours dit que c'est un scandale géologique qui renferme tellement de richesses minières. Rappelez-vous de la guerre de Chaba, de la guerre de sécession de Chaba, du Katanga et tout ça, qui avait essayé de faire la partition du Congo, parce qu'il y a des zones immensément riches en ressources minières. Les Américains sont partis par ici, la CIA par là, et les Rwandais par ici, les Belges par là, les Français aussi, eux ils sont partout. Donc pour vous dire qu'en réalité, le problème, c'est que il n'y a pas de couverture militaire dans tout le pays. Donc il y a des champs qui sont libres pour les Ougandais, les Rwandais, chacun vient prendre ce qu'il veut sur le territoire congolais, parce qu'il est trop vaste. La manière dont même on a caricaturé physiquement et politiquement la carte de la RD Congo, c'est pas ça en réalité. La RD Congo, on peut mettre le Togo 50 fois dans la RD Congo, pas 50 fois, au moins une 25 ou 30 fois. La France est dans la RD Congo. C'est 2,3 millions de kilomètres carrés quand même, c'est pas petit. C'est un pays immense. On peut mettre la France dans la RD Congo 10 fois ou 12 fois. Donc imaginez que chacun vient prendre ce qu'il peut, quoi. L'or, le coltan, toutes les richesses sont là-bas. Donc, vous imaginez un pays aussi riche qui attire les convoitises des pays frontaliers. Des fois même, les gens se retrouvent au Congo sans savoir qu'ils sont au Congo. Moi, j'ai été à Kampala, dans la zone à peu près, au Kenya, ça c'est un peu l'Est, mais qui sont pratiquement de la même configuration géographique. Notre Ademé qui est ici là, je ne dévie pas le débat, je vous donne juste un exemple. Ouais. Ils ne connaissent pas ça. Les haricots que nous avons petits là, chez eux c'est grand. Les haricots sont grands comme mon pouce là. L'igname, le manioc, c'est pas ma cuisse. Des tubercules. C'est-à-dire que le plantain, ce qu'ils mangent le plus là-bas, dans la zone là, c'est le plantain. Ouais. La banane plantain. Ouais. C'est gros comme l'igname. Pour vous dire que au-delà de la richesse minière, de l'or, tout ça là, il y a la fertilité du sol. L'agriculture. Pour l'agriculture. C'est-à-dire que les Chinois, ceux qui aiment l'agriculture là, s'ils atterrissent là-bas, oh, mon frère, les gens vont vendre, manger fatigués. Mais c'est le pays où il y a les populations, on trouve des populations pauvres. Comment on peut expliquer ça? Tout simplement, le Rwanda, qui est très ami avec les Américains,
Je n'ai rien contre eux. L'Ouganda aussi, un peu très ami avec les Américains, qui sont là-bas, chacun pille ici. Ils pillent pourquoi? Les rapports ont démontré que c'est les ressources qu'ils pillent. Et l'Europe se permet d'acheter. Certains pays européens se permettent de prendre ces ressources-là. Pourtant, c'est eux-mêmes qui ont toujours chanté la traçabilité des ressources minières. La guerre du Libéria et de la Sierra Leone, les diamants du sang, on avait écouté ça. Le pire, c'est quand on nous dit que le cacao, les palmiers à huile, il faut tracer ça. Pourquoi on ne déforeste pas? Mais on déforeste parce qu'on doit cultiver du champ. On sait comment le faire. Mais on parle des minéraux du sang. Donc le M23 est un groupe de rebelles fabriqué par le Rwanda, financé par le Rwanda. Je n'invente rien. Mais ce que le Rwanda n'a jamais reconnu, hein, il faut toujours le préciser. Tous les rapports le disent, même les Occidentaux qui soutenaient le Rwanda dans ça, sont revenus sur ça. Parce qu'ils sont dépassés, les rapports sont flagrants, les faits sont têtus. Donc aujourd'hui, mon cher, si ce qu'il dit, malheureusement, il n'est pas militaire. Vous savez, les militaires ont de la poigne pour faire face à certaines adversités. Il a un ex-chef de rebelle maintenant comme ministre de la Défense. Non, ça, lui, c'est un homme d'affaires. Bemba Bemba, c'est un homme d'affaires. C'est un poste politique d'échange d'intérêts. Mais ça pourrait quand même aider à résoudre le problème que vous voulez évoquer. Oui, il peut. Parce qu'il avait eu des rebelles aussi, il a été démêlé. Ici, on parle de la guerre contre des ennemis du territoire qui ne sont pas congolais. Et ça a été déclaré ouvertement par le président Tshisekedi. Ça aussi, ça dépend, parce que les populations sont à cheval entre les deux pays. Et donc ça aussi, ça dépend de qui vous pointez du doigt. Les populations ont beau être à cheval. Il y a les éveils ici à côté, à Plaou ici. Ah oui, bien sûr, c'est justement de ça que je parle. Ils sont ici. Mais il y a des gens qui n'ont jamais cessé d'accuser Rolus de vouloir tenter un renversement de situation ici. Rolus était président ici, il avait souligné un peu ça, il a ri. Il a fait juste une blague. Ça a cristallisé les relations entre Togo et le gouvernement pendant longtemps. Quand vous allez vers le nord, les Concomba, ils sont de l'autre côté de la frontière. Il y a même pas de frontière. Et c'est partout comme ça. C'est partout comme ça. Oui, justement. Maintenant, revenons au débat. On sait ça. Donc dire qu'ils ne sont pas de telle nationalité, est-ce que c'est pas trop... pas un pays étranger à convoitiser, c'est le mot, les richesses minières d'un pays frère. Les Banyamulenge, vous les connaissez? Vous les connaissez? Les Banyamulenge, c'est des gens, même Kabila serait Banyamulenge. C'est des gens de souche rwandaise. Est-ce que ça pose un problème aujourd'hui? Est-ce que ça pose un problème? Si ça ne posait pas un problème, il ne devait jamais y avoir de génocide au Rwanda. Parce que justement, le Rwanda dit que le problème avec le M23 est un problème purement congolais et qu'il faut le régler entre Congolais. C'est un mensonge. Certes, il y a des gens du ventre. Oui, il y a des gens du ventre qui sont au 7 du M23. Parce que c'est les souris de maison. C'est les affaires des souris de maison. C'est eux qui ont vendu la maison aux souris de l'extérieur. Mais la majeure partie, c'est les gens du Rwanda. C'est pourquoi je vous cite. Je n'ai rien contre cette ethnie-là, les Banyamulenge. C'est des gens de souche rwandaise, mais qui sont congolais. Parmi lesquels se trouve Kabila. Allez vérifier là où Kabila est né. Allez vérifier sa souche originelle. Donc pour dire que le M23 est en faute, le Rwanda est en faute. Le Rwanda a cessé l'agression contre son voisin congolais. Merci beaucoup à vous, Ambroise et Konjo. Alors, Germain Pouli, les combats se sont intensifiés en ce début de semaine entre le M23 et l'armée congolaise, la FARDC, dans le territoire du Rutshuru. Nous sommes là, à l'est de la République démocratique du Congo, pas très loin de l'Ouganda. Oui, pas très loin, et on sait un peu comment ce pays-là, il y a quelques décennies, avait permis à Laurent Désiré Kabila donc de rentrer en RDC, de chasser le maréchal Mobutu. Et donc je pense que cette affaire-là date de cette époque, et depuis, ce pays-là qui avait aidé les Kabila à conquérir le pouvoir ne sont véritablement
pas repartis de la RDC d'une manière ou d'une autre. Ils ont eu des tentacules. Mais la RDC coopère aujourd'hui avec l'Ouganda quand même contre les forces rebelles ougandaises dans l'est de la République démocratique du Congo. Oui, mais il y a toujours une recomposition. Il y a des alliances qui se ADF, font, qui je se voulais dire. défont. Voilà. Quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a même rencontré Kagame. On avait semblé dire que la hache de guerre était enterrée et tout ça. Mais après, comme le disait Ambroise, c'est qu'il y a des richesses dans cette partie-là de la RDC qui sont toujours exploitées, et certains s'amusent même à dire que le Rwanda s'est construit sur la base des richesses exploitées en RDC. Après, c'est l'incapacité des Nations Unies à régler ce problème-là qui fait voir que derrière même le Rwanda, il y a des pays occidentaux qui profitent aussi de cette situation, et donc ce qui fait que le règlement de ce conflit est assez difficile. Sinon, comment comprendre que un président comme Macron, qui était récemment donc en RDC, qui a rencontré Tshisekedi et qui a promis s'impliquer pour que le cessez-le-feu soit respecté, ne le soit pas. Donc aujourd'hui même, il devait prendre effet, donc être respecté, c'est pas le cas. On a promis sanctionner la partie qui ne respecterait pas, mais ce n'est pas encore le cas. On sent une impuissance de la communauté internationale, ce qu'on n'a pas vu par exemple dans le cas de l'Ukraine, où très tôt des pays ont pris leurs responsabilités pour dire que voilà un pays qui est annexé, il faut réagir. On a réagi. Et dans le cas de la RDC, on ne va pas venir. Aujourd'hui, un peu partout dans le monde, on voit des manifestations se multiplier donc en faveur de la RDC, parce que il se joue un drame humain assez important là-bas. Il y a un déplacement des populations, il y a eu des tueries en désordre, surtout des civils, parce que les combattants estiment que ils connaissent leur activité, ils connaissent les lois de la guerre, mais plein de civils aujourd'hui sont victimes de tout ce qui se passe là-bas. Donc il faut que le Conseil de sécurité, pour une fois, qui se fonde sur tous les rapports des Nations Unies pour dire que le Rwanda est derrière cela, aide aujourd'hui le nouvel axe qui est en train de se former, donc avec des soutiens comme l'Afrique du Sud, avec le Malawi et un certain nombre de pays, pour aider définitivement les forces armées de la RDC, donc pour pouvoir combattre, à défaut d'avoir un cessez-le-feu. Aujourd'hui, les signaux sont donnés qu'il y aura une discussion directe entre le Rwanda et la RDC. Mais s'il n'y a pas cessez-le-feu, ça veut dire que tout ça va ressembler à tous les processus qui ont été enclenchés depuis longtemps et qui n'ont abouti à rien. C'est tout simplement décevant. Espérons vraiment que les grandes puissances aujourd'hui qui dirigent ce monde-là, les États-Unis en tête, les Européens, on a vu quand il y avait le processus électoral, les États-Unis avaient réussi à obtenir un cessez-le-feu pour que les élections puissent se tenir. Alors aujourd'hui, pourquoi ne pas utiliser cette force-là et imposer ce cessez-le-feu-là et inviter les partis à aller vers des accords pour définitivement ramener la paix dans cette partie du pays. Je voudrais ajouter un élément rapidement important. Actuellement, les chefs d'état-major des armées de la SADC serait à Goma, puis c'est la ville qui est la plus visée, et pour pouvoir tâter le pouls, savoir la situation et savoir quelle aide apporter au Congo pour arriver à sortir le pays là de cette histoire. Mais je rappelle aussi que l'origine de cette affaire de M23 et de son soutien par le Rwanda n'est pas un truc qui date d'aujourd'hui. Vous savez comment Kabila Père est arrivé au pouvoir? Kabila Père a été soutenu par le Rwanda. Et soutenu par le Rwanda. Pour et il y avait un accord à l'époque. Ça se susurrait entre dire qu'il y avait un accord d'exploitation des richesses pour pouvoir compenser l'aide militaire qu'a apporté le Rwanda à Kabila Père.
Bon, bref. Donc, je vais m'arrêter là. Voilà. Les gens Je pense que ça permet aux téléspectateurs d'avoir une idée claire de la situation. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause. Puis on revient juste après pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons consacrer au Togo.